Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce numéro d'International dans lequel nous allons parler d'Amérique et même plus exactement de l'avenir proche des États-Unis, puisque dans 5 mois, exactement dans moins de 5 mois, eh bien les Américains auront choisi le successeur de Barack Obama dans une élection, dans une affiche notamment inédite, déroutante, surprenante, face à face, deux candidats qu'on n'attendait peut-être pas. Tout d'abord, côté démocrate, une femme, il s'agit bien sûr d'Hillary Clinton, elle a 67 ans, elle serait la première femme à accéder au bureau ovale, elle a dirigé, faut-il le rappeler, les affaires étrangères américaines, le secrétariat d'État. Elle a été première dame des États-Unis de 1993 à 2001, aux côtés de son mari Bill Clinton. Elle a également été sénatrice des États-Unis. Elle est peu populaire actuellement et nous parlerons d'un autre candidat, Sanders, qui lui a posé quelques difficultés jusqu'au bout. Alors face à elle, celui que là, pour le coup, on n'attendait pas du tout, voici quelques mois, Donald Trump. Il est milliardaire, parfois présenté comme démagogue, populiste, pas d'expérience politique. Sa faiblesse et sa force tout à la fois, puisqu'il rejette les formations politiques. Il était donné donc outsider, voici encore peu de temps, on moquait sa coiffure, on moquait ses phrases à l'emporte-pièce, et puis voici qu'il a terrassé un à un ses rivaux politiques, les mieux établis, comme par exemple Jeb Bush, que l'on donnait comme possible candidat républicain. Affiche inattendue, je vous le disais, nous allons poser quelques questions dans cette émission, même pas mal de questions, avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Philippe Ricard, notre partenaire du Monde, notamment que va-t-il se passer lors des 2 grandes conventions de juillet, quel type de campagne va-t-on avoir, des attaques personnelles ou peut-être plutôt des programmes. Visiblement, ça commence par les attaques personnelles. Quelle Amérique cette double affiche est-elle en train de prouver? Que se passe-t-il aux États-Unis? Et puis peut-être, si nous le pouvons, bien sûr, nous évoquerons les changements dans la politique étrangère américaine des États-Unis. Pour commenter tout cela, non pas un, mais aujourd'hui on ne fait pas les choses à moitié, 2 candidats sur le plateau d'International, avec tout d'abord Joe Smallhover. Vous êtes le président, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes le représentant des démocrates, en d'autres termes, soutien d'Hillary Clinton. À vos côtés, Stu Hogan, ex-président des Républicains en France, vous représentez ces Republicans, donc vous êtes aux côtés de Donald Trump. Avant qu'on aille plus loin dans les questions, est-ce que vous êtes surpris, embarrassé, déçu de devoir soutenir Trump que personne n'attendait? Surpris, pas embarrassé, pas déçu. Je trouve que c'est un candidat qui a vraiment capté les sentiments de population, l'électorat américain. C'est une question de populisme et je ne l'ai pas vu avant, mais moi je suis content que... Tous les républicains sont derrière lui? Pardon? Tous les républicains américains sont derrière lui? On n'aura jamais tous les républicains derrière un candidat, comme on n'aura jamais tous les démocrates derrière Hillary. Mais je pense qu'on va se réunir et on va y arriver. Pour vous, Joe Smallhover? Il devrait être surpris et embarrassé. Et c'est pas vrai. Tous les républicains ne sont pas et ne seront pas avec lui. On sait déjà qu'il y a plusieurs sénateurs très importants qui ont dit publiquement la semaine dernière qu'il ne soutiendrait pas Trump. On soupçonne même que la famille Bush ne soutiendra pas non plus et que tous les leaders républicains presque a abandonné un candidat qui est embarrassant. C'est un point fort pour Trump, abandonné par l'élite républicaine, n'est-ce pas? Peut-être. Ce sera peut-être la mort d'une partie que j'essaie de battre depuis des années. C'est plus facile d'affronter Trump qu'un autre candidat de l'establishment? Non, ce ne sera pas facile parce que, bien entendu, le type est capable de dire n'importe quoi. De faire des propos qui sont racistes, inacceptables, misogynes, xénophobes, chauvins. Qu'est-ce que j'en peux dire d'autre? Vous avez un vocabulaire français remarquable et inépuisable. Oui, tout à fait. Si on veut raconter des bêtises, on peut dire tout un tas de choses. C'est facile. Alors on voit bien que ces 2 candidats, cette affiche en fait est totalement inattendue, notamment du côté républicain. Qu'est-ce que ça révèle de l'Amérique en fait, la façon dont Donald Trump notamment a convaincu les électeurs des primaires, et aussi la façon dont du côté démocrate, M. Sanders a quand même mené une vie extrêmement dure à Mme Clinton. Qu'est-ce que ça veut dire de l'Amérique? Il ne faut pas oublier qu'on a commencé avec 17 candidats. En fait, les candidats de rêve côté républicain, les gouverneurs, les sénateurs, les gens qu'on avait demandé
demandé depuis des années de se présenter pour le président. Et en fait, il les a tout battus. Je pense Pourquoi, comme on discutait avant, c'est un peu le fait que tous ces gens-là, 15 sur 17, ont pris les conseils de parti, de l'établissement de parti. Ils ont pris les mêmes conseils, ils ont pris les mêmes stratégistes, ils ont pris les mêmes gens pour faire les sondages. Ils ont complètement manqué, en fait, cette évolution, ce concept de populisme aux États-Unis. Les gens, ils en ont marre. C'est la même chose côté démocrate. C'est pour ça que Bernie est là. Pas du tout non plus, c'est pas vrai. Il faut savoir d'abord que des règles dans les primaires, que sont des organisations, des élections uniquement de partis, sont faites à l'intérieur du parti. C'est pas les élections gouvernementales. Les règles républicaines, en fait, favorisent celui qui est le premier first past the post, le gagnant, mais pas avec une majorité. Donc, Trump a eu, certes, au début, en tout cas, un peu plus de voix que les 16 autres. Mais en réalité, il n'est pas le candidat majoritaire des républicains. Il a tout simplement gagné quelques primaires importants où il a tout raflé, tous les délégués, qui rendent aussi difficile après pour les autres. Puisqu'on parle de Trump, on va voir l'un de ses spots de campagne. Vous avez été inépuisable. Bravo pour votre vocabulaire français pour décliner tout ce que vous appelez vous-même populiste. On va voir le spot de campagne de Donald Trump, qui n'est évidemment pas... Voilà. On le voit contre les musulmans qu'il refuserait de laisser entrer. Et on va le voir promettre également l'édification d'un mur un peu plus tard avec le Mexique, les Latinos, pour stopper l'immigration dite illégale. Voilà. Ça va être compliqué de traîner ça dans la campagne ou au contraire c'est une force? Je pense que c'est une force. En réalité, je pense qu'on ne va jamais arrêter l'immigration illégale. Le fait que ça soit illégal, ça dit quelque chose déjà. Mais le fait de les qualifier de violeurs parce qu'ils sont illégaux... Mais c'est la vérité, quand même. C'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Joe, laisse-moi parler. Inadmissible. Toi, tu auras 15 secondes de femme. Tous les immigrés illégaux mexicains sont les violeurs et les criminels. Non, j'ai pas dit. Inacceptable. Le fait qu'il y en a... Vous avez vu... Voilà une sorte de Vous avez vu les documentaires sur les rape trees, sur la frontière mexicaine. Là, ça me dit quelque chose. C'est pas joli ce qui se passe. Inacceptable, bigoterie, préjugés, inacceptable. C'est exactement pour ça que Trump ne va gagner. Évidemment, mon point de vue ne compte pas. Comment est-ce que vous expliquez l'un comme l'autre, comment vous avez expliqué que ce thème de l'immigration soit devenu aujourd'hui vraiment central? Est-ce qu'il y a un thème d'immigration en Europe? Est-ce qu'il y a un thème d'immigration en France? Est-ce qu'il y a un thème d'immigration dans n'importe quel pays? Aux États-Unis, pays d'immigration depuis le début. Oui, mais quand même... Ils ne sont pas qualifiés en Europe de violeurs comme ils le sont par Trump. C'est la différence. Si. Vous avez oublié ce soir à Cologne, vous avez oublié tout... Ce sont, pour l'instant, les gens qui arrivent ne sont pas forcément le meilleur des populations islamiques ou arabes. C'est une généralisation, tu ne peux pas dire les choses. Est-ce que vous avez l'impression... J'ai pas besoin de généraliser pour une minute. Est-ce que vous avez l'impression que cette affiche... Est-ce que vous avez l'impression que cette affiche Trump-Hillary Clinton va rester jusqu'à la fin? Hillary Clinton, ou est-ce que... je suis carrément contre Laissez-moi poser ma l'immigration. question. Je suis carrément contre l'immigration. Est-ce que cette affiche-là va... quelque chose. Est-ce que ça va être l'affiche jusqu'à la fin? Est-ce qu'il est Ça va impossible jouer, qu'au moment certainement. des conventions, il se passe quelque chose qui fasse que Trump, par exemple, ne soit plus dans la course? Parce qu'on le sait, par exemple, quelqu'un comme Mitt Romney est déjà en train d'envisager de voter plutôt pour les Libertarians. Le troisième parti... Si on vraiment était concerné par ce que Mitt Romney pense, il serait déjà le président, il serait en train de se faire élire. Car, évidemment, il n'a pas bien joué en 2012 et pour l'instant, Mitt Romney, il joue pour l'avenir, pour avoir un point de vue sur le Parti républicain qu'il ne va pas avoir quand même. Il est passé. En réalité, oui, l'immigration va jouer jusqu'au bout, mais Hillary, elle a, depuis 40 ans, elle a ses vidéos, elle sera obligée de dire « Ouais, mais j'étais pour avant que j'étais contre, ou j'étais contre avant que j'étais pour ». Donc, comme on dit déjà avec John Kerry, on voit va, que ça, en c'est cas difficile à d'élection de défendre. Trump, on va vers la déportation de 11 millions de personnes. Ça ne va jamais arriver. Vous savez autant que moi. On dit les choses politiquement, mais c'est pour donner une direction
dans une direction de bigoterie et de préjugés. Il va même dans une interview, il va même jusqu'à dire ils sont peut-être 11 millions, peut-être 31 millions. Genre même, il vient de dire tout le monde est contre l'immigration illégale. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, premièrement, l'immigration aujourd'hui mexicaine, il baisse. Dans l'autre sens, il y a des gens qui sont aux États-Unis qui repartent au Mexique parce que l'économie mexicaine va beaucoup mieux qu'avant. Donc, vous parlez des détails. Économiquement, est-ce que vous pensez que l'Amérique peut se passer, les États-Unis peuvent se passer d'une masse de personnes comme ça qui, pour l'instant, font des tas de petits boulots qui sont utiles? On est capable de les absorber, disons. On a certainement, si on a une économie qui grandit, quoi. Pour l'instant, on est vraiment presque nul, en dessous de 2% annuel. Et là, moi, je mettrais aussi ça sur le côté démocrate, qu'ils ont tué le recovery économique. La reprise. Et si on a la reprise, excusez-moi, merci. Si on a la possibilité d'agrandir l'économie, on peut les absorber. Mais pour l'instant, c'est même les Hispaniques qui commencent à dire moi, je suis venu légalement. Je travaille. Je travaille pour faire manger ma famille et ensuite les gens qui arrivent, qui travaillent pour le moitié de prix, car ils ne paient pas des impôts, etc. Alors, de cette Amérique, autre interrogation, on avait une certaine virulence dans vos propos sur la généralisation à nouveau entre les migrants et les violeurs. Autre question, musulmans égale terrorisme. Ça ne va pas être difficile à assumer jusqu'au bout de la campagne. Il faudrait bien que ce président, une fois élu, si c'est Trump, rencontre naturellement des représentants des pays arabes. Ça ne va pas être un peu difficile. Il va falloir prendre un virage? Ouais. Je pense qu'il est déjà en train de faire. Je dirais que... Donc lui aussi, il va se renier. On avait commencé avec ce concept un peu mal dit que sont les... Mais c'est vrai que tous les islamistes ne sont pas terroristes. Mais pour la plupart aujourd'hui, tous les terroristes sont islamistes. Dites-moi autrement. Montrez-moi quelque chose qui me dirait que 90% ou plus de terroristes du monde ne sont pas islamistes aujourd'hui. C'est pas une critique de la religion islam. Mais on peut bloquer sur le critère de la religion, on peut bloquer l'immigration aux États-Unis de ces milliers ou centaines de milliers de musulmans. On commence déjà en Australie, un pays très ouvert. On vient d'avoir un appel de leur Sénat là pour bloquer pendant 10 ans l'immigration. Musulmans, pour les mêmes raisons. On ne peut pas contrôler. Et quand vous n'avez pas des pays derrière qui sont fonctionnels, qu'est-ce qu'on va... On va appeler qui en Syrie pour dire est-ce que Abdul, il est bon mec, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son histoire? Vous avez accédé, Joe, vous avez accédé d'entendre le représentant républicain. Je suis excédé. Je suis excédé par Donald Trump, je suis excédé par ses propos également. Un homme politique, un homme d'État ne peut pas se permettre de tels propos. C'est de dire on va exclure tous les musulmans des États-Unis, on va expulser tous les Mexicains. Pendant qu'on mette en place un système. Mais on n'a pas l'Ellis Island aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a un système très développé déjà pour filtrer tous les immigrés. Ça a bien marché en San Bernardino, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils étaient des gens qui habitaient, ils étaient nés aux États-Unis. Oui, non, elle n'était pas née. Non, lui, il était né aux États-Unis. Et ils sont venus légalement. Et puis après, la radicalisation de certaines personnes, que ce soit parce qu'ils sont islamistes ou ils sont... Et le fait que notre gouvernement ne pas travailler ensemble... Ou des suprémistes blancs qui veulent aussi... de faire des suprémistes blancs, c'est pas Joe, ça c'est pas le problème aux États-Unis. Ça c'est pas le problème aux États-Unis. On vous entend. Attendez, on vous entend. Il y a deux Amériques face à face où il y a des nuances qui se recouperont. Il y a deux Amériques, une Amérique que vous avez qualifiée de bicote pour les républicains, démagogue, etc., et une autre qui serait plus éclairée, j'allais dire côté démocrate. C'est ça qu'il faut voir. Je pense que ça c'est une exagération. Justement, on vous pose la question. Là, il y a un côté élitiste qui ne voit pas
la réalité c'est le D'accord. flyover américain. Pour vous, on parle des deux côtes. Pour vous, la et là- rupture, c'est effectivement des élites d'un côté et le peuple de Oui, l'autre. les gens comme Joe qui vivent côte pardon. est des États-Unis, Ça, c'est- qui ne connaissent pas du tout les États-Unis. Et comment vous expliquez comment Mais vous ça expliquez- marche quand même. Non, oui, mais c'est pas faire. Je sais Non, très Joe. bien. Mais là, tu traites tes propres électeurs comme des gens de flyover. C'est absolument pas vrai. Comment vous expliquez justement cette violence, au moins verbale c'est lié, c'est les conséquences de la crise financière Quelle violence violence verbale verbale. sur des sujets comme l'immigration, sur des sujets comme l'intégration d'immigrés malheureusement aux musulmans, par États-Unis, exemple. je dis malheureusement. C'est lié à quoi cette rupture et cette émergence d'un malheureusement, c'est populisme devenu un très peu fort Attendez. Excusez-moi. C'est lié aux conséquences de la crise financière, c'est lié, je sais pas, aux conséquences du libre-échange L'Amérique a nord-américain. Non, moi je dirais que c'est la pourquoi vulgarisation des États-Unis à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire, il y a un manque de respect, il y a un manque de cohérence, il y a un manque de... C'est devenu un peu, en fait, le style de vie aux États-Unis, malheureusement. J'en suis pas fier. Je suis fier de mon pays. Je suis pas fier de cet aspect qui est développé. Et il y a beaucoup de monde sur lequel je pourrais mettre les fautes, l'explication, mais je n'accepte pas ça. C'est-à-dire que Mais c'est la réalité les électeurs ne aujourd'hui. comprennent plus les dirigeants, leurs élus à Washington, etc. Ah, C'est moi, ça, je le dirais clivage qu'ils n'écoutent pas, sauf si on livre un certain niveau de décibels avec un certain nombre de mots un peu vulgaires. Justement, Stuart Hogan, est-ce que vous adhérez à cette façon Et je ne parle pas pour, juste de Trump Donald Trump, je parle de politique en général. Oui, mais- Et le média même, on voit des choses ridicules Est-ce que aujourd'hui. vous adhérez à cette façon dont Donald Trump a de s'adresser à Hillary Clinton en l'appelant The Crooked Hillary? En gros, Moi, j'adore ça. Hillary l'a tordu. Ben, bien sûr, Hillary l'a moi, tordu. je- Vous Moi, je trouvez trouve que élève ça, le débat c'est carrément la vérité. Le machisme en politique... C'est pas le machisme, Même- c'est la même- vérité même- quand même. Hein. Là, encore Vous une fois, pensez ça fait que 40 ans. ça fait 40 ans, avancer le débat? 40 ans de mensonges et de corruption. Que vous essayez de le coincer sur quelque Ouais, chose. si on est 40 protégé ans, à tous les et niveaux des par le média. Des centaines de millions de dollars qui étaient dépensés par les républicains pour essayer de trouver qu'elle a fait quelque chose de criminel, et vous n'avez jamais rien trouvé parce qu'elle n'a jamais rien fait de criminel. Mais vous insistez parce que c'est une femme et c'est facile de l'attaquer. On verra, Non, Joe. mais On n'a tout jamais le monde, eu un finalement, candidat pour la Donald présidence Trump. qui est sous examination sur Sous le cas de enquête, FPI, sous quoi. enquête, oui. Sous enquête, ouais. Comment d'ailleurs, Hillary vous n'est expliquez- pas la seule à être victime de ça, puisque finalement, il a affublé absolument tous ses rivaux de surnoms de ce type-là. Est-ce que, donc, vous adhérez à ce que le L'insulte fait que fait partie du débat politique. Ouais. Aujourd'hui, il semble, oui. Et là, moi, je regrette, mais c'est un peu la vérité. Hein. Donc, c'est Et- celui qui et- crie le plus fort qui va gagner. On peut ainsi... Pas si Bernie Sanders avait commencé un peu plus tôt, en vraiment s'attaquer à Hillary, il aurait peut-être gagné. Comment vous expliquez justement les difficultés de Mme Clinton à rallier la candidature, enfin à gagner la candidature chez les démocrates? Elle n'a pas eu de difficulté. Elle a gagné 5 millions de voix de plus de Sanders. J'ai commencé un peu laborieux, quand même. J'ai commencé à expliquer avant, c'est la différence de les règles entre les deux partis. Le Parti démocrate et toutes nos élections, tous nos primaires, les caucus sont à la proportionnelle. Donc, premièrement, et pas winner take all comme chez les républicains. Celui qui gagne remporterait tous les sièges, c'est pas le cas chez les démocrates. Mais tout à fait. Donc, premièrement. Deuxièmement, quand on regarde les résultats de ces primaires et des caucus, qui sont quand même différents des primaires, Sanders a gagné là où il y a des caucus. C'est-à-dire où il y a des meetings qui durent 5 à 6 heures, où très peu de supporters viennent et passent des heures ensemble. Ça veut dire, en fait, ce sont des choses qui sont relativement antidémocratiques parce que pas tout le monde peut participer. Comme les superdélégués antidémocrates. Des superdélégués, c'est une autre question, on en va discuter. Deuxième chose, c'est donc les primaires sont différentes, ça c'est les élections, donc on prend une demi-heure, une heure pour aller voter. Les caucus, ça nécessite beaucoup de temps. Et ce sont des militants. Sanders a pris le temps, a fait des discours. Non, c'est pas ça. Deuxièmement, dans les caucus, la plupart des caucus sont ouverts pas seulement aux démocrates, mais à tout le monde. Donc il y avait beaucoup d'indépendants et des républicains qui sont venus et qui ont fauché le résultat final. Donc quand on voit les élections, 5 millions de voix de plus, elle les a gagnées, on savait qu'elle allait gagner, et on savait aussi au tout début qu'il y aura quelqu'un à sa gauche qui allait se présenter.
Voilà. Ce n'est pas une surprise. Je rappelle pour les auditeurs et téléspectateurs de cette émission internationale que nous recevons jeudi les représentants démocrates et républicains à exactement 5 mois de l'élection présidentielle américaine. Le débat a déjà commencé sur ce plateau. On le poursuit dans 2 minutes, tout juste après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. À tout de suite. Retour à International, une émission qui vous parle aujourd'hui d'Amérique sur les antennes de TV5 Monde et de RFI avec le quotidien Le Monde. Nous parlons en effet à 5 mois de l'élection présidentielle américaine des chances soit d'Hillary Clinton côté démocrate, soit de Donald Trump côté républicain avec les représentants Joe Smallhover, président des démocrates en France, donc vous soutenez Hillary Clinton, à vos côtés Stuart Hogan, ancien président des républicains en France et naturellement vous soutenez, nous allons parler de Donald Trump. Dans le point d'actualité sur TV5 Monde, on parlait de cette nouvelle utilisation des armes à feu, de ce drame qui s'est produit aux États-Unis. Il y a eu Columbine, il y en a eu beaucoup d'autres. Est-ce que de ce point de vue-là, on ne change rien? On sait notamment que du côté Trump, on soutient l'amendement, le fameux amendement qui autorise chaque Américain à avoir des armes à feu. Après ces drames, il n'y aura pas d'inflexion, on reste chacun à son flingue et on y va? Je supporte notre Constitution et il y a des moyens de changer pour changer la Constitution. Il y en a 2 ou 3 et personne n'a fait l'effort de le faire. Ça me dit des 2 côtés, peut-être ils ont peur de voir comment ça marcherait. Mais les républicains et Trump soutiennent la détention individuelle. Moi, je supporte aussi. Vous aussi? Je le supporte aussi, oui. Côté démocrate? Côté démocrate, le parti soutient la régularisation et la réglementation de la port d'armes. Pas interdiction, mais soumis à autorisation. Une réglementation qui est sérieuse et qui le rend beaucoup plus difficile d'acquérir des armes à feu. Bon, mais le problème, bien entendu, c'est qu'une fois que les armes à feu existent dans la population, après, c'est extrêmement difficile d'aller les chercher ou de régler, même de trouver tous les fous qui sont capables de... Tout ce que j'allais dire, c'est que du côté démocrate, on entend toujours qui pourrait être contre l'idée de common sense gun regulation. Mais une régulation ils disent jamais ce que ça veut dire. Non, Car on parle, il y a beaucoup de choses, même Katie Couric, le journaliste aux États-Unis, qui a plus qu'exagéré, elle a carrément menti l'autre jour dans une émission en présentant que vous pouvez dépasser la réglementation pour acheter une arme. C'est pas la vérité. Et maintenant, elle devrait être virée quand même. Donc, on verra. En gros, il n'y aura pas de changement sur cette question des armes. À mon avis, ça va durer. C'est trop difficile, on ne va pas y aller. Est-ce que ce n'est pas un des échecs de Barack Obama de ne pas avoir su réguler à temps Non, c'est un échec du Congrès républicain de ne pas accepter la moindre régularisation de la situation. C'est quoi régularisation, Joe? Encore une fois, vous êtes en pleine forme, bravo. On va laisser parler Joe. Pour conduire une voiture, vous avez besoin de passer un examen. Mais pour acheter une arme à feu, vous n'avez pas besoin de passer un examen, vous n'avez pas besoin même d'avoir de permis pour le porter dans beaucoup d'États. Et tu peux, comme tu sais très bien, tu peux les acheter soit dans les magasins, mais également dans les foires d'armes à feu. Mais ça passe toujours par les lois fédérales. On a l'impression qu'il y a une sorte de blocage aux États-Unis et que finalement, bien, le président, une fois élu, ne peut pas grand-chose. Il y a le Congrès, il y a des blocages en tout genre au niveau société. Et donc Bernie Sanders, lui, proposait une transformation du pays. C'est ce qui a attiré beaucoup de votes. Est-ce que vous pensez que le système, aujourd'hui, il peut permettre cette transformation de la société américaine? Constitutionnellement, c'est très intéressant. En fait, la Constitution telle qu'elle a été créée il y a plus de 200 ans, en fait, il est censé créer des situations de blocage quand la population, les différentes populations dans les différents États ne sont où le pouvoir, parce qu'il est divisé le pouvoir de tout un tas de sortes. Quand la Constitution marche bien, ça veut dire que tout est bloqué. Enfin, quand tout est bloqué, ça veut dire que la Constitution marche bien parce qu'il n'y a pas accord dans la population sur comment les choses doivent passer. Est-ce que Sanders aurait pu
transformer? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que Barack Obama est arrivé, il disait aussi, il voulait faire hope and change, il voulait aussi changer l'attitude de Washington. Et les républicains l'ont dit le premier jour de son premier mandat, oui, on va faire en sorte qu'il ne sera pas réélu en 4 ans et on va le mener à la guerre. Les républicains ont fait une guerre contre Barack Obama et le Parti démocrate dès le premier jour. Mais ils n'ont même pas donné traditionnellement 100 jours pour arriver à monter une campagne. Je ne devrais pas être obligé d'expliquer à Joe. Ça, c'est la politique. On ne fait pas cheerleading pour le président d'un autre parti. On entend dire malgré tout que la polarisation de la vie politique aux États-Unis a rendu impossible toute nouvelle réforme. Ça l'a rendu difficile, mesure. je ne dirais pas. Mais il ne faut pas oublier. Barack Obama, il avait demandé que les républicains viennent voir pour discuter l'assurance santé Obamacare. Ils ont refusé de venir. Non, Joe, ils sont arrivés. Pourtant, c'est Ils une sont là, réforme, ils ont commencé à qui a présenter été les mise en place. chiffres. Ils ont commencé à discuter. Et Barack Obama, excusez-moi. Les élections ont des conséquences. Et moi, j'ai gagné. Fin de coopération. Ça, c'est le premier 20 jours de présidence d'Obama. Donc et vous parlez de coopération. Par exemple, sur l'Obamacare, maintenant... Le système de soins américain lancé par Barack Obama, oui. Oui, maintenant, Donald Trump prévoit d'abroger cette réforme. Le prix de ce système est inabordable. Ce que Trump propose, d'après tout ce que je comprends, c'est de remplacer avec quelque chose qui aurait plus de contrôle de coûts. Car franchement, l'idée de faire des économies de 2500 par famille aux États-Unis, maintenant on est à 3000 de plus pour chaque famille aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette assurance santé, justement, est quelque chose qui fait partie du bilan de Barack Obama que Hillary Clinton va pouvoir revendiquer pas seulement pour gagner les électeurs? On va aussi l'étendre. Avec ce système de santé que nous avons instauré, il y a plusieurs dizaines de millions de gens qui n'étaient pas assurés, qui le sont aujourd'hui, et tout le monde, même ceux qui étaient assurés avant, sont protégés contre, par exemple, le fait qu'une société d'assurance privée ne peut plus refuser de payer parce que vous êtes malade. Il y a des sociétés d'assurance qui disaient, bon, très bien, vous payez votre assurance, mais dès que vous avez besoin de quelque chose de nous, on annule le contrat. Toutes ces pratiques maintenant sont prohibées et c'est une chose qui va nous permettre aussi, un argument très fort, de continuer à avoir les électorats de la classe moyenne dans ces élections. Une particularité lorsqu'un président est élu à travers le monde, et notamment aussi aux États-Unis, bien sûr, il a une certaine expérience. Le fait qu'un président potentiellement comme Trump puisse accéder à la Maison-Blanche sans aucune expérience politique, c'est quand même une prise de risque un peu dangereuse. Moi, je ne suis pas là pour discuter Barack Obama, mais il est arrivé sans aucune expérience. Il avait été élu préalablement, il avait été gouverneur. Il a passé même pas 2 ans dans le Sénat. Il n'avait rien fait. Elle a voté présent une centaine de fois au lieu de s'exprimer et s'expliquer sur les choses. Il a été élu sans aucune expérience politique. Il ne faut pas dire autrement. Et vous trouvez qu'il s'en est très bien sorti? Obama? Oui. Non, mais je trouve que Trump... Non, c'est pas... Mais Trump a géré des choses, a dirigé des entreprises, mais pas de choses politiques, pas de structure politique, pas d'État. Moi, je dirais que oui, ça peut être difficile, en fait, pour évoluer, pour s'adapter à ce changement de domaine, mais en même temps, gérer une grosse entreprise, c'est quoi ça? Le gouvernement américain, c'est la plus grosse entreprise du monde. Hein. C'est pas une entreprise. Ça devrait l'être, Joe. Ça devrait pas l'être. C'est un peu déformé par les démocrates. Ça ne devrait pas l'être, l'entreprise. L'État n'est pas une entreprise, elle ne peut pas l'être. Il y a un constat sur lequel vos deux partis sont peut-être d'accord. Enfin, du côté de Bernie Sanders, on évolue à 47 millions le nombre de pauvres aux États-Unis. Les gens Donald Trump, lui, parle de 45 millions. 45 millions, donc on est à peu près dans les mêmes zones. Mais qu'est-ce que vos deux partis préconisent finalement pour sortir ces gens-là de la pauvreté? Croissance de l'économie, c'est le seul moyen. Donc, il n'y a pas suffisamment de fric dans le monde, même si la France donnait tout aux États-Unis. On ne peut pas soutenir ces gens-là, sauf que notre économie grandisse.
Donc il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas suffisamment d'argent. Vous faites le calcul, même si on prend les milliardaires, des dizaines, centaines Donc de on milliardaires. garde une société relativement et même très inégalitaire en espérant que voilà, dans l'avenir, dans les décennies qui viennent, il y aura plus d'argent. L'inégalité a beaucoup... en fait, ça a beaucoup cru Augmenté. pendant la période d'Obama. Pourquoi? Parce qu'on a un Federal Bank, la Banque nationale, qui donne du fric. Et qu'est-ce que ça passe? Ça passe directement à Wall Street et les banques, les investisseurs. Ça passe pas par la classe moyenne ou les pauvres. Et c'est pour ça qu'on a l'agrandissement. Joseph Smallhover, est-ce que finalement Bernie Sanders va influencer, va avoir du poids dans le programme d'Hillary Clinton sur ce thème-là de la réduction des inégalités? Sa candidature était très importante pour soulever des questions concernant l'inégalité. Mais le Parti démocrate et Hillary Clinton soutiennent depuis très longtemps une augmentation, par exemple, du SMIC américain, du minimum wage. Avec une légère nuance. Sanders voulait faire $15 partout dans l'État, dans tous les pays au même temps. Et Hillary, au début, disait il faut être quand même un peu plus mesuré parce que, tout simplement, $15 en New York n'est pas la même valeur que $15 au Nebraska, où le coût de la vie est beaucoup moins élevé. Mais nous sommes tout en faveur d'augmenter cette salaire minimum. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens aujourd'hui qui travaillent à ce taux horaire ne peuvent pas vivre avec le taux actuel. Et ça, c'est un problème d'inégalité très important. Si on permet d'augmenter le salaire minimum, on va aussi avoir beaucoup plus d'argent dans le système qui permet aussi d'acquisition de différentes choses et de consommation qui fait tourner l'économie. C'est une réforme, le salaire minimum, l'augmentation, c'est une réforme que les Républicains pourraient soutenir au Congrès, par exemple? De notre côté, on dit que ça devrait rester avec les États, pour la même raison que Joe vient de toucher dessus. C'est-à-dire que la valeur de $15 par heure n'est pas la même en New York qu'en Nebraska, comme il a utilisé, que ça devrait... Et la différence entre nos deux partis, c'est de côté Joe, les démocrates veulent que tout passe par le gouvernement fédéral, et côté démocrate, on croit toujours dans le fédéralisme. Que ça devrait, on devrait laisser tomber beaucoup de choses sur le plan local. Ouais. Alors, si on s'intéresse autant à cette élection présidentielle américaine qui intervient, on le rappelle, dans 5 mois, ce sera le 8 novembre prochain, c'est parce que le président des États-Unis, il a un rôle mondial, naturellement. Il est regardé, attendu, la politique étrangère américaine est déterminante. Est-ce que vous envisagez des changements importants, notamment si Trump est élu? Est-ce qu'il y a des changements massifs dans la diplomatie américaine, sur les engagements militaires, sur la diplomatie, sur le rayonnement international des États-Unis? Oui, je pense qu'on sera nettement moins intervenant sur le plan mondial. Donc, l'Amérique rentre à la maison. On ne va pas se replier carrément, mais on va vraiment évaluer c'est quoi l'intérêt des États-Unis et ne pas... Le Proche-Orient, par exemple, les guerres... Et pourquoi on était en Libye? Car Hillary Clinton voulait que nous y allons. Elle est faucon. Elle voulait forcer cette guerre. L'Arab Spring, on a complètement raté. La fameuse ligne rouge en Syrie, on a complètement raté. Sur les gaz de combat. Donc, vous dites qu'il y aurait plutôt un repli de l'Amérique sur les questions domestiques, sur les questions nationales. Il ne faut pas oublier que nos intérêts sont internationaux aussi. Je pense j'espère bien qu'il y aura un équilibrage. Cette approche, ce sera une façon de tirer aussi les leçons de l'expérience George Bush, avec l'intervention en Irak, dont on voit les résultats. Il y a la leçon de George Bush qu'on aurait peut-être... Probablement, on n'aurait pas pu y aller, et on n'aurait pas eu aller. Et l'autre leçon, c'est on n'aurait pas Répondre à la question de Philippe. C'était une erreur d'aller en Irak, justement Ouais, il me semble, historiquement, que c'est une erreur. Mais en même temps, le plus grosse erreur maintenant, c'est d'avoir retiré nos soldats pour laisser monter le chaos en Irak et l'ISIS, ou comme ISIS, en Syrie, tout ça. Et laisser monter la puissance d'Iran. Donald Trump dit une chose et son contraire à propos de l'intervention ou non-intervention. Parce que concernant Daesh, concernant l'organisation de l'État islamique, aujourd'hui, il dit il faut aller
les frapper fort. Il faut aller détruire toutes leurs installations de pétrole et prendre le pétrole là-bas. Voilà sa position, voilà ce qu'il décline. Tout en estimant aussi que tout commence par l'armée, qu'il faut absolument renforcer. Il ne cesse de répéter qu'il faut renforcer l'armée américaine sous toutes ses coutures. Oui, il ne faut pas oublier, nos forces navales sont au plus bas niveau depuis la Deuxième Guerre. On vient de tomber en dessous de 400 000 soldats. C'est vrai qu'on dépense plus que le reste du monde cumulé, mais en même temps, on attend plus de nous que le reste du monde cumulé. Franchement, c'est qui autant? C'est qui autant? C'est les États-Unis. À avoir de la visibilité sur ce qu'il veut faire. Il parle d'intervenir pour frapper Daesh et ça c'est Daesh. C'est pas la destruction de Kadhafi en Libye. C'est pas en fait la destruction de Moubarak en Daesh, Égypte. Ça veut dire intervention alors en Irak, en Syrie, en Libye. Ce sont des terroristes qui va frapper chez nous, qui frappent déjà en France. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne sais pas, mais on les laisse vous disiez qu'il était anti-intervention et que Hillary avait eu tort d'aller... Je trouve ça pas interventionniste, je trouve ça réaliste. De l'autre côté, du côté donc d'Hillary Clinton, Joe Smallhover, je rappelle que vous êtes président des démocrates en France. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, même si c'est difficile pour vous de le commenter ici, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que si Hillary Clinton accède à la Maison-Blanche, il y ait une continuité de la politique étrangère américaine derrière Obama? Je pense, elle était comme secrétaire d'État. Pendant 4 ans. Elle va continuer certainement une politique similaire de ce qu'elle avait mené. Et dans la tradition américaine, même si c'est des républicains ou des démocrates, il y a sur les grandes lignes, pas les guerres, mais les grandes lignes de la diplomatie et des affaires internationales, les deux partis ne sont pas très différents dans comment ils mènent la situation. Mais ce qui est très intéressant de ce qu'il dit Stuart Hogan, c'est que le Parti républicain veut toujours qu'il fasse une politique internationale, mais avec une seule partie, avec une seule voix. C'est-à-dire qu'on fait notre politique internationale et que tout le monde doit se plier à ce qu'ils disent les États-Unis sans aucune possibilité. Et donc on dit, c'est comme ça, on va être très fort, mais on va être aussi pas être interventionniste. On va retirer les troupes, parce que c'est George Bush qui les a retirées d'Irak et pas Barack Obama. C'est lui qui a négocié ça. Ils veulent tout et rien du tout. Donc, et c'est absolument pas réaliste. Et c'est une politique qui revient au 19e siècle, comme l'Amérique était plus ou moins isolée, et qui rêve de cette utopie, presque utopie ancienne. Mais c'est pas la réalité du monde aujourd'hui. On a aussi un petit peu de mal à avoir de la visibilité par rapport à l'attitude à l'égard de Vladimir Poutine, puisque d'un côté, Donald Trump se moque des Européens qui ont laissé les Russes rentrer en Crimée. Donc, manifestement, il exprime le fait qu'il fallait le contre-attaquer. Puis d'un autre côté, on ressent une véritable admiration pour le personnage et sa puissance. C'est assez évident que Trump a une certaine admiration pour les leaders qui se présentent, qui sont forts, qui agissent. Mais qui disent ce qu'ils vont faire et le font après. Moi, je ne vais pas dire que ça passe. Ça ne se traduit pas forcément dans l'interventionnisme. Ça se dit, si on est suffisamment fort, si on était suffisamment fort, je pense que Poutine n'aurait jamais fait l'invasion de Crimée. Il n'aurait jamais fait. Avec un président duquel il avait un peu peur. Il faut le respect de nos alliés et le peur de nos ennemis. Et on ne l'a pas pour l'instant. De même, Poutine ne se serait peut-être pas engagé autant en Syrie si jamais les Américains y étaient davantage présents. Du coup, est-ce que vous pensez que Mme Clinton sera un peu plus offensive quand même que Barack Obama concernant le Proche-Orient, où on sent bien qu'il y a un retrait américain qui laisse la place à d'autres, comme les Russes, et où finalement les crises se succèdent les unes aux autres sans aucune issue pour l'instant. C'est pas quand même un problème du leadership de Barack Obama ces dernières années ? Joseph Smallhover, je crois que la question... C'est dirigé vers moi, cette question. Je comprends que vous avez besoin de réfléchir. Excusez-moi, mais... Moi, je ne suis pas là pour défendre Barack Obama. On avait cru le comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le monde était parfait, ce sera facile à mener une politique internationale. Mais vous avez des forces diverses et multiples. Les États-Unis ne voulaient pas, après la mauvaise aventure, de très mauvaise aventure en Irak, qui était menée par George Bush et les Républicains,
En plus d'Afghanistan, et puis tout le reste, il ne voulait pas encore avoir un troisième ou un quatrième guerre. Donc c'est très clair. Il a dit au début, on ne peut pas se permettre. Et les républicains n'auraient jamais soutenu, parce qu'ils préfèrent dire non sur les deux côtés. Vous n'y allez pas et vous auriez dû y aller. Bon, donc je pense qu'en fait, est-ce que la situation libyenne aurait pu être mieux gérée? Oui, si tout le monde était d'accord. Sauf que même certaines Libyennes n'étaient pas d'accord. Comment voulez-vous, quand vous avez une situation de conflit et que vous avez aussi des conflits un peu partout ailleurs et qu'il y a un numéro limité d'hommes et de femmes et d'argent, comment vous allez le faire? Stuart Horgan, sur l'Iran, Donald Trump critique, pense que l'accord qui a été passé avec les Iraniens, c'est la pire chose que Obama aurait pu faire. Même l'administration Obama se critique maintenant sur cet accord. On commence à comprendre exactement Donc qu'est-ce qu'il ferait Trump? Il le barre d'un trait de plume? Là, je ne sais pas. Il n'a pas s'exprimer spécifiquement. Il critique l'accord. Alors, nous recevons sur ce plateau un certain nombre d'observateurs politiques chaque semaine qui nous disent qu'actuellement, entre l'Amérique et la Russie, Sophie Mélibaud parlait de Poutine il y a un instant, il n'y a pas de confiance et qu'il y a un contexte presque de néo-guerre froide. Est-ce que vous le ressentez également? Est-ce que, par exemple, au contraire, comme Trump a une certaine connivence avec Poutine, ça arrangerait les choses? Je pense qu'il n'a pas de connivence avec Poutine, mais je pense que ça ne va pas changer. Hein. Ouais. Il y aura deux hommes forts, comme on avait entre Reagan et d'autres, peut-être, mais ça ne va pas changer. Hein. Et avec les... il a dit qu'il avait, comme ils avaient partagé le même plateau dans une émission télévisée, qu'il connaît très bien Poutine. Donc moi, je ne peux imaginer qu'une catastrophe qui est en train de se préparer si jamais Trump est élu président. Vous redoutez Je redoute. Vladimir Poutine, c'est un homme extrêmement fin, dans un certain sens. Et vous dites que Trump ne l'est pas. Il est stratège, et ça fait toute sa carrière qui réfléchit à ces questions. Trump, c'est un homme d'affaires, selon certains fraudeurs. Il sait peut-être négocier un contrat pour créer un terrain de golf ou un hôtel, mais est-ce qu'il va pouvoir négocier avec quelqu'un qui est aussi fort et aussi fin que Poutine? J'en doute. En même temps, c'est quand même surprenant que vous, qui représentez les Républicains à Paris, ne sachiez pas quelle est sa position sur l'Iran, ce qui est un dossier qui préoccupe tellement le monde entier. Qu'est-ce que c'est la position des démocrates de Hillary sur l'Iran? C'est d'avoir le dialogue. Comment continuer avec Corée du Nord? Comment continuer avec... franchement, continuation de ce qui se passe. On n'a pas la réponse là-dessus. Philippe Ricard. Peut-être concernant les relations avec l'Union européenne, avec l'Europe. Qu'est-ce qui peut se passer entre les États-Unis et le Royaume-Uni si jamais le Royaume-Uni sort de l'Union européenne? Dans 10 jours. Il y a le référendum très très bientôt, effectivement, dans 10 jours. Ça sera la fin d'une relation très particulière, très intime entre les deux ou pas? Ça ne changera rien. À mon avis. Si, ça changera des choses, mais pas cette relation qui est à la fois historique et culturelle restera quand même. Ça sera beaucoup plus difficile, bien entendu, et c'est pour ça que Barack Obama a dit récemment que lui, il espérait que le Royaume-Uni ne quittait pas l'Union parce que ça allait rendre les relations plus difficiles, pas impossibles, mais plus difficiles parce qu'il va falloir refaire des traités, des conventions internationales avec le Royaume-Uni, que nous aurions, les États-Unis n'auront pas un seul partenaire avec l'Union européenne, mais deux, parce qu'il faut aussi trancher avec le Royaume-Uni. Ça va être plus difficile. Mais bien entendu, historiquement et culturellement, il y aura quand même un certain lien qui restera. Trump a quasiment encouragé les Britanniques à sortir de l'Union européenne. On a dit c'est pas grave, on signera vite un accord de libre-échange, vous vous inquiétez pas. Sur ce point-là, moi, j'ai vraiment pas de point de vue. Il est beaucoup mieux renseigné que moi. Et je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais je suis, à mon avis... laissez-les décider. On a l'impression quand même qu'il est toujours quand même à la recherche de boucs émissaires extérieurs. Par exemple, il a vraiment, Donald Trump, il cible très fortement le Mexique. On parlait tout à l'heure du mur qu'il veut construire. Il dit concrètement, le Mexique est en train de détruire les États-Unis. Est-ce que le constat n'est pas un peu poussé ? Un peu poussé, oui, mais c'est la politique. Voilà. On dit toujours des choses un peu exagérées. Donc, pour faire le Mexique, pour vraiment communiquer le campagne, quoi. Oui, le Mexique, l'Arabie Saoudite, la Chine, tous sont responsables des échecs aux États-Unis à l'heure actuelle? Non, c'est George W. Bush. Demandez à Joe, hein, c'est lui qui a tout fait. Seule question que j'aimerais vraiment poser, c'est et si, malgré tous nos efforts, Hillary devient président, est-ce qu'elle aura toujours le droit de tout mettre sur les épaules de George W. Bush?
Même après 8 ans. La question Ça de va être une l'héritage. bonne question, hein, quoi. Bien sûr. Nous sommes en diffusion mondiale, vous le savez. Est-ce que le vote des Américains de l'étranger est important pour les deux candidats? Vous travaillez cet électorat? Oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Bien sûr, les deux partis militent beaucoup. Sur ce point-là, on est d'accord. Hein. Eh ben, on aura trouvé, écoutez, Oui, au terme de cette émission, nous sommes très heureux et fiers d'avoir trouvé un point d'accord entre démocrates et républicains. Merci à l'un et à l'autre d'être venus sur le plateau d'International. Naturellement, on va se revoir dans un tout petit peu moins de 5 mois, puisque cette élection aura lieu. Je ne vais pas vous demander un pronostic, puisque je pense que nous l'avons compris. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. Bonne lecture de notre partenaire Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine, ici même, avec un autre thème et un autre invité.